Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, rencontre avec la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien, 40 ans pour le rendez-vous du chasseur à CKVM et entrevue au sujet de l'indice bohémien. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis. Le 1er octobre, lors des élections provinciales, la population de Rouyn-Noranda-Témiscamingue s'est prononcée en faveur d'Émilise Lessard-Terrien, qui l'a remportée avec une majorité de 502 voix. Première témiscamienne depuis 1981 à être élue dans la circonscription, elle sera également l'une des plus jeunes élues à l'Assemblée nationale. Nous l'avons rencontrée afin de revenir sur cette élection ainsi que sur les priorités qu'elle compte mettre de l'avant pour notre territoire. Comment on réorganise sa vie au lendemain d'une élection? Bien, écoute, encore à ce stade-ci, là, une semaine après l'élection, c'est encore un brin flou parce qu'on n'a pas encore tous les détails là, au niveau des horaires, quand est-ce qu'on va commencer à siéger, tout ça. En attendant, là, on se concentre sur la sermentation, on se concentre aussi sur les bureaux de comté qu'on doit ouvrir ici dans la région, un du côté de Ville-Marie, un du côté de Rouyn-Noranda. Donc, vraiment la transition aussi avec l'ancien député. Fait qu'on est vraiment en réorganisation là, pour l'instant. Et est-ce qu'au niveau familial, personnel, est-ce qu'il y avait déjà comme un plan A et un plan B d'établi? Plus ou moins, là, on avait déjà envisagé la possibilité que ma fille là, vienne de temps en temps à Québec avec nous. Là, c'est de voir plus après, c'est surtout une dynamique de transport qui est plus compliquée en ce moment. Là, c'est de voir c'est quoi les opportunités qu'on a, l'offre qui est là, puis ça semble plutôt compliqué. Là, on le voit déjà pour la sermentation, trouver des billets d'avion avec des vols directs pour éviter d'être 12 heures en transport. Là, ça, c'est un peu compliqué. Puis là, ben, c'est sûr qu'on est en mode aussi, on recherche un logement à Québec, là, toute cette poutine-là pour s'assurer d'avoir quelque chose d'intéressant là-bas aussi, là, pour la vie de famille. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qui vous a poussé à faire le saut en politique. Bien, en fait, comme j'ai répété abondamment pendant la campagne, j'avais un peu toutes les raisons de dire non, justement, avec mon bébé, avec nos projets qu'on a sur la ferme, mais en même temps, m'impliquer au Témiscamingue, m'impliquer dans la région, ça a toujours fait partie pas mal de mon ADN. Puis de pouvoir aller pousser des dossiers plus loin, à Québec, ça, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Puis en même temps, d'avoir une députée qui vient du Témiscamingue, je trouvais quand même l'idée intéressante parce qu'on le sait aussi avec l'actualité, là, ces jours-ci, que le Témiscamingue a de la difficulté des fois à s'affirmer, d'avoir sa pleine reconnaissance au niveau des médias nationaux, entre autres. Fait que je pense que d'avoir là, vraiment quelqu'un du Témiscamingue, ça peut contribuer au rayonnement global de la région. Et pourquoi Québec solidaire? Bien, Québec solidaire, dans le fond, c'est des valeurs que je partage beaucoup quand on parle d'une éducation gratuite pour tout le monde, quand on parle de la lutte à la pauvreté, quand on parle à la lutte au changement climatique. Moi, c'est des enjeux qui m'interpellent beaucoup. Puis ce que j'aime à Québec solidaire, c'est qu'il n'y a rien de hasard. Chaque proposition est en lien avec une autre. Quand on parle justement de gratuité scolaire, ça, c'est un des déterminants sociaux de la santé. Fait que quand on a une population qui est instruite, forcément, on a une population qui est moins malade. Tout est dans tout à Québec solidaire, puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup, puis d'autant plus que je pense que c'est un jeune parti, mais un parti qui n'a pas les mauvais rouages des partis de l'établissement, qu'on pourrait dire, où je pense qu'on est très accessible, autant dans le langage, autant dans l'approche aussi avec les gens. Je pense que Manon est très, très, très humaine. Je pense qu'on a des leaders à Québec solidaire qui sont très inspirants aussi, fait que c'est clair, moi, la question se posait pas si je m'impliquais en politique, c'était avec Québec solidaire.
Et si vous retracez tout le chemin qui vous a mené à votre victoire le 1er octobre dernier, que retenez-vous de cette campagne? Bien, je pense qu'il y a eu un gros travail qui a été fait au moment des dernières campagnes avec l'ancien candidat Guy Leclerc, Guy et sa conjointe Nicole Desgagnés, qui sont des membres fondateurs de Québec solidaire, qui ont vraiment défriché le territoire solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Ensuite de ça, là, on savait que les scores que Guy Leclerc avait fait aux dernières élections, c'était toujours le double du national. Fait qu'on était en bonne position pour gagner. Alors là, vraiment, le national a aussi mis le paquet, nous a envoyé des ressources avant la campagne, mais aussi à la toute fin, là, on a eu trois personnes là, qui sont venues travailler avec nous. Puis on a eu l'équipe volante aussi à 2 reprises qui sont venues nous prêter main forte. Puis on avait là, une armée de bénévoles, à peu près 200 bénévoles qui ont travaillé avec nous. Fait que ça fait vraiment une différence pour la campagne terrain. Quels sont les éléments qui ont changé autour de vous depuis que vous êtes passée de citoyenne du milieu à députée? Bien, il y a une semaine là, qui s'est écoulée depuis l'élection, mais c'est très drôle, là, tu sais, quand je vais à l'épicerie, là, c'est sûr, il y a des gens que je connais, puis les autres, ben là, les gens me regardent, me saluent, moi, je leur dis bonjour, puis hier, il y avait une cliente à l'épicerie qui me disait « Ah, c'est drôle, elle dit, là, tout le monde parlait, là, la députée est à l'épicerie », puis je trouvais ça cute parce que, je veux dire, moi, ça changera rien au niveau de mon approche avec les gens, au niveau de « il faut que j'aille à la poste quand même, il faut que je continue mes activités quotidiennes au Témiscamingue, puis je ne deviendrai pas snob ou hautaine, là, parce que même encore, le titre de député, il fait étrange dans ma bouche encore. Là, fait que c'est une adaptation, mais je pense pas que ça va me changer vraiment de tout au tout. Là. Et certains soulèvent des inquiétudes par rapport au fait que vous êtes dans un parti de l'opposition et donc que ça vous donnerait moins de pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ces affirmations? Bien, moi, ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que de toute façon, je pense qu'on a l'exemple de toute façon du dernier mandat où on avait un député qui était dans un gouvernement majoritaire au pouvoir. Et je pense que les gens étaient plutôt insatisfaits du travail du député. Je pense que le résultat des élections le démontre aussi assez clairement. Puis en même temps, moi, je pense que d'être dans l'opposition, ça peut être un avantage parce on questionne beaucoup plus les décisions qui sont prises par le gouvernement plutôt que de venir défendre ces positions-là dans la région ici. Fait que moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Et j'ai entendu le candidat de la CAQ se commettre sur beaucoup d'enjeux. J'ai entendu François Legault se commettre aussi sur beaucoup d'enjeux ici dans la région, donc sur lesquels des enjeux locaux aussi sur lesquels on se rejoignait. Donc, clairement, moi, j'ai quand même des munitions pour dire à M. Legault, écoutez, même votre candidat l'a promis ici, donc pourquoi vous n'allez pas de l'avant avec ça, par exemple. Votre victoire est historique à plusieurs niveaux. D'abord pour le Témiscamingue, puisque le dernier député témiscamingue élu remonte à 1981. Vous êtes aussi l'une des plus jeunes à l'Assemblée nationale et la plus jeune élue de votre parti. Et aussi, désormais, les femmes occupent 52 sièges à l'Assemblée nationale, soit 41 % des sièges. Diriez-vous que tout ceci est le signe qu'un vent de changement s'installe au Québec? Je pense qu'il y a un vent de changement. En même temps, tu sais, autant nous, on a notre victoire d'avoir Rouyn-Noranda-Témiscamingue comme député solidaire, mais aussi d'avoir nos 10 députés avec Québec solidaire. En même temps, on n'est pas sans inquiétude par rapport au vent de droite qui a soufflé aussi sur le Québec avec l'espèce de raz-de-marée de la CAQ. On n'est pas sans inquiétude à ce niveau-là. Je pense que les gens ont envie de changement, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait clair quel genre de changement on veut avoir. Parce que entre la CAQ puis les partis libéraux, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est quand même des valeurs qui sont très similaires. C'est pour ça qu'on se réclame d'être la première opposition officielle aussi à l'Assemblée nationale, parce que vraiment, nous, on a vraiment une idéologie qui est très différente de la CAQ et du Parti libéral, beaucoup plus axée sur le bien commun, sur le côté peut-être plus social aussi. Donc, le changement, j'irai avec des pincettes, mais je pense que nous, ici, dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, on a fait la preuve qu'on avait envie de changement puis qu'on était capable d'aller de l'avant aussi avec ce changement-là. Puis ça me rend très fière. Déjà, QS a tenu son premier caucus la semaine dernière. Qu'est-il ressorti de cette première rencontre? Ah, en fait, on était vraiment dans de la poutine plus, plus terrain, comment on organise nos bureaux de comté, les rôles et responsabilités des députés, comment ça va fonctionner, combien de ressources on va avoir, question des budgets aussi. Même pour Québec solidaire, c'est tout nouveau là, d'avoir autant de députés. Ça veut dire que maintenant, on va avoir une aile parlementaire à l'Assemblée nationale, on va avoir beaucoup plus de recherchistes, beaucoup plus de ressources qui vont être là pour nous accompagner dans notre rôle de député. Alors, c'est beaucoup de changements, puis même au premier caucus, là, c'était tout frais encore, c'était quelques jours à peine après la victoire, donc tout n'est pas en place encore. Là.
Et quelle a été votre impression personnelle face à cette nouvelle équipe et votre nouveau travail? Bien, c'est très, très, très positif. On est une belle députation, là, 10 beaux et belles députés, plutôt répartis là, sur le territoire, là, Sherbrooke, Québec, Montréal et moi là, en région. Puis une belle génération, plusieurs jeunes, mais quand même, là, ça va jusqu'à Manon, Vincent Marcel dans la cinquantaine. Puis je pense que déjà autour de la table, il y avait des beaux échanges. Je pense que ça, pour les députés qui étaient là avant, qui étaient 3 seulement, bien là, d'avoir 8 nouveaux députés avec eux, parce que Ruba Gazal remplace Amir Kadir, c'est le fun parce que là, on a des discussions, on peut vraiment argumenter sur les enjeux. Je pense que ça va être très enrichissant pour tout le monde aussi. Et bon, c'est difficile de passer à côté des grands sujets de l'heure. Il y a déjà les mesures en matière d'immigration et de laïcité annoncées par le gouvernement de la CAQ qui ont été vivement dénoncées le week-end dernier. Comment réagissez-vous à ces projets de loi? Bien, en fait, nous, ce qui nous inquiète, c'est que M. Legault n'en a pas fait vraiment l'objet de promesses durant sa campagne électorale. Et là, arrive au pouvoir, puis ça semble tout d'un coup être une de ses priorités. Nous, on pense qu'il y a des priorités qui devraient aller vraiment ailleurs. Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en ce moment, le système d'éducation peine déjà à recruter du personnel. Et là, on va dire à la cinquantaine, à la soixantaine d'employés qui portent le voile, bien, désormais, vous rentrez chez vous, vous enlevez votre signe religieux. Nous, on trouve que ça n'a pas de bon sens de dire on va se priver de ces gens-là alors qu'ils sont déjà dans le système depuis longtemps. Nous, notre position, c'est vraiment de maintenir ce qui avait été annoncé avec le compromis Bouchard-Taylor, c'est-à-dire d'enlever les signes religieux pour toutes les personnes en position de coercition. Ça veut dire juge, gardien de prison et policier. Les enseignants ne font pas partie et nous, on va maintenir cette position-là. Et déjà, ici, sur le terrain, vous devez déjà être sollicité de toutes parts. Comment gérez-vous tout cela? Ben oui, beaucoup de sollicitations. En même temps, là, on est en train d'organiser l'équipe. Fait que les gens n'ont pas tous les moyens de me rejoindre, mais oui, beaucoup de sollicitations. Nous, ce qu'on dit, c'est que, écoutez, donnez-nous quelques semaines, là, le temps qu'on installe nos bureaux, qu'on fasse la transition avec M. Blanchette. Les gens nous envoient déjà des demandes de commandite, mais le budget discrétionnaire n'est pas attaché encore. Il y a beaucoup de choses à mettre en place avant. Donc, c'est sur ça que je travaille là, ces temps-ci, là, entre les voyages à Québec qui s'en viennent. Et de votre côté, quels sont les objectifs et dossiers prioritaires auxquels vous comptez vous attaquer? Ben moi, c'est clair qu'il y a plusieurs enjeux, notamment quand on parle entre autres, l'attraction, la rétention de la main-d'œuvre sur le territoire. Moi, je vois vraiment ça comme une espèce de package deal au niveau de la qualité de vie des citoyens. Du travail, on en a beaucoup dans la région. Donc, 2 éléments qui sont communs, autant du côté de Rwanda que du Témiscamingue, ce sont les bassins aquatiques, les piscines. Donc, on est déficitaire en termes de piscines, autant des deux côtés des MRC. Donc, on va travailler sur le complexe sportif à Rouen, on va travailler sur la piscine au Témiscamingue. Le projet de Nimiki aussi, qui est très, très cher aux élus du Témiscamingue. Donc, clairement, on va s'asseoir sous peu pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et moi, je reviendrai aussi avec le projet d'abattoir que je trouve fondamental pour la région. Ça fait des années qu'on nous en parle, qu'on nous le promet. Donc, ça, c'est un des dossiers que sur lequel je veux travailler là, de façon très rapide. Et en terminant, est-ce que vous avez pris connaissance des résultats du vote des électeurs en herbe dans les différentes écoles de la province? Oui, on a vu que Québec solidaire là, était plutôt en bonne position. Ça, c'est très encourageant pour la suite. Et est-ce que votre parti tiendra compte de ces données? Ben je pense que oui. Puis moi, ça, c'est un de mes objectifs aussi, de faire une tournée des écoles pour aller rencontrer les enfants, rencontrer les adolescents dans les polyvalentes pour savoir c'est quoi leur principale préoccupation. Parce que ces jeunes-là, c'est la prochaine génération qui s'en vient. Puis en fait, moi, je suis pas tellement loin, là, à 26 ans. Je veux dire, on va se rejoindre probablement sur beaucoup d'enjeux. Je sais que l'environnement, c'est quelque chose qui est très important pour les jeunes, et avec raison, très important pour moi aussi. Je pense que Québec solidaire aussi est fort chez les jeunes parce qu'on est accessible, les gens comprennent nos propositions, c'est pas compliqué, on n'est pas dans du gros discours lourd où on a de la difficulté à s'y retrouver. Je pense que nos propositions sont claires, sont simples, puis ça rejoint les jeunes. Puis clairement, moi, je suis du domaine de l'enseignement aussi, fait clairement, je veux faire la tournée des écoles là, pour aller les rencontrer. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.
La chasse à l'orignal est ouverte jusqu'au 21 octobre sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, plus précisément dans la zone 13. Et comme chaque année, pendant ces 2 mêmes semaines, c'est aussi le temps du rendez-vous radiophonique quotidien devenu mythique sur les ondes de CKVM, le rendez-vous du chasseur. Cette année, l'émission célèbre ses 40 ans d'existence et TV Témis, en collaboration avec le journal L'Indice bohémien, a réalisé un reportage afin de mieux cerner qu'est-ce qui fait le succès de cette émission depuis tant d'années. Un texte sur le même sujet a également été publié dans l'Indice bohémien du mois d'octobre, de même que sur son site web indicebohémien.org. Voici notre reportage. Le rendez-vous du chasseur. Le rendez-vous du chasseur, c'est une tribune pour les gens qui veulent adresser des messages aux chasseurs en forêt. Ça sert aussi d'émission pour avertir quand il y a une urgence à la maison, au travail. Donc, c'est un lien de communication entre les chasseurs et les gens au travail et à la maison. Pour être un citoyen du Témiscamingue depuis 44 ans, qui ne connaît pas le rendez-vous du chasseur? C'est sûr que oui, on connaît le rendez-vous du chasseur. Et à l'époque, on a mis sur pied cette émission-là parce qu'il y avait des gens qui disaient, bien, on aimerait ça, adresser des messages aux gens qui sont dans leur camp de chasse, mais bon, il n'y a pas de téléphone, pas de cellulaire. Est-ce que vous pouvez faire tel message à la radio? Alors, il y a eu des messages et ensuite, bon, il s'est ajouté des conseils de sécurité, la météo, le lever du soleil, le coucher du soleil pour les chasseurs. Et c'est ça, ça a vu le jour vraiment pour dire, bien, on est là s'il y a une urgence et il s'est rajouté à ça d'autres messages. Moi, ce que j'aime bien du rendez-vous du chasseur, c'est que je peux savoir, dans le Témiscamingue, le monde est petit, on peut savoir qui a frappé. Qui a été chanceux. Et en même temps, ben oui, il y a des anecdotes, mais c'est pas tout le temps dit qu'ils se disent à la TV. Un animateur qui s'adresse à une petite fille, parce que souvent les parents font parler leurs enfants, et qui dit, elle dit bonne chasse à papa, et l'animateur dit, tu dois être contente, est-ce que tu dors avec maman pendant que papa est à la chasse? Non, c'est mon oncle Untel qui dort avec maman. Alors, humoristique pour certains, tragique pour d'autres. À un moment donné, on avait envoyé un message que si vous voyez quelque chose qui court, tirez, et si vous voyez quelque chose qui tire, courez. Puis l'animateur avait trouvé ça bien drôle, puis il l'avait répété à quelques occasions durant l'émission du rendez-vous. On prend un autre appel, le rendez-vous du chasseur, bonjour. Bonjour, je vous souhaite bonne chance au camp du Gibreuil, au camp du Domaine, au camp du Panache perdu, au camp du Gros Ben. Ne serait-ce que les noms des camps de chasse. Bon, le camp de la Bécosse-Croche, le camp du tireur d'élite junior, le camp de la balle perdue, le camp de la balle cassée. Il y a une imagination folle juste pour le nom du camp de chasse. Dans les messages, on se tire la pipe là, entre chasseurs. Ben moi, j'ai eu mon orignal, fais tes preuves. Bon, arrête de chasser les souris dans le camp puis sors dehors. La poêle est chaude. Il y en a là, qui reviennent chaque année. Là. Chez nous, c'est un peu particulier parce qu'on a la possibilité, on a la chance d'avoir 2 camps, OK? Puis moi, ma conjointe, elle va à la chasse avec mon dernier, puis ma belle-sœur, mon beau-frère. Puis moi, je vais à la chasse avec mes 2 plus vieux, puis avec d'autres amis. Et puis, comme chez nous, c'est comme une compétition un peu, là. Puis on est dans des secteurs assez chanceux. On ne tue pas à chaque place, à chaque année. Mais fait que c'est sûr que quand on écoute le rendez-vous du chasseur, puis que nous, bon, on n'a pas encore abattu un orignal, on a hâte de voir ce qui s'est passé de l'autre côté, là. Je me suis fait jouer un tour, moi, comme animatrice. Parce que là, on doit lire, ça fait quelques années, et à l'époque, on n'avait pas notre page Facebook. Donc, il y avait beaucoup de messages qui arrivaient par courrier électronique, par courriel et via le télécopieur. Et il y avait les lignes téléphoniques. Donc, moi, j'avais besoin d'aide. Il y avait le directeur général de l'époque, qui était Martin Héroux, qui me dit, écoute, je vais t'aider, je vais aller chercher les messages et s'il y a une urgence, je tape sur l'épaule et tu dois lire ce message-là. Et là, c'est un message qui s'adresse au camp des Hommes Roses et la femme dit, bon, chérie, je m'ennuie, mais j'en ai profité pour suivre tes conseils, je me suis mise à la diète, j'ai perdu une 10aine de livres, j'en ai profité pour faire le ménage dans le garage, j'ai classé tes Playboy par ordre alphabétique et ainsi de suite. Tellement qu'à un moment donné, je m'arrête et je dis, mais là, madame, ça n'a pas de bon sens, il va falloir qu'on se rencontre. Et là, les rires, je m'étais fait avoir par mes collègues de travail. Et le lendemain, j'ai répondu
au camp des Hommes Roses qu'ils pouvaient bien faire leur ménage eux-mêmes et tout. Donc, il y a des anecdotes comme ça là, qui sont arrivées au fil du temps. Il y en a qui se font des messages entre eux. C'est des messages plutôt rigolos, effectivement. À 10h30, il faut partir de notre stand. À 11h, on est rendu au camp. Puis des fois, il est commencé. Fait que là, on a dit, bien, demain, c'est 5 minutes d'avance, il ne faut pas manquer ça. C'est la période où les chasseurs reviennent à leur camp pour faire une pause. Ils vont au lever du soleil à la chasse et donc ils sont très tôt en forêt et souvent, bien, ils reviennent pour manger, faire une pause avant d'y retourner plus tard. Et c'était les heures que les chasseurs préféraient. Je ne sais pas le pourcentage de chasseurs qui écoutent ça dans le bois, mais pour nous, au camp, et depuis très longtemps, à 11 h, c'est sûr qu'il faut être revenu. Parce que c'était à 11 h, c'était à 10h30. Il y a eu des périodes, ça durait 1 heure, dépendamment là, de la longueur des émissions. Mais c'est un incontournable. Ça, c'est clair. Le rendez-vous du chasseur, c'est une institution. Et pourquoi c'est si connu que ça? Parce qu'il y a des gens de partout qui viennent chasser au Témiscamingue. Donc, il y a des gens de Montréal, de partout qui nous écoutent parce qu'ils ont de la famille qui chasse. Et là, il y a des gens qui nous appellent chaque année en disant, bien, j'appelle de Châteauguay, j'appelle de Belleuil, j'appelle de telle région. Je vous salue, je dis bonjour à un tel, une telle qui sont dans la forêt. Et c'est quelque chose d'unique, ça, de dire il y a une émission de radio qui est consacrée aux chasseurs, dans laquelle il y a une tribune téléphonique qui est là, dans laquelle on peut adresser les messages qu'on veut. Et il y a aussi une musique de circonstance. Comme c'est quelque chose d'inusité, ça intéresse les gens. Il faut l'entendre pour savoir ce que c'est. C'est plate, mais c'est le même. Il faut être dans le bois pour le vivre, puis il faut être au Témis si on ne va pas à la chasse, si on n'est pas un adepte de la chasse. Il faut y participer pour savoir ce que c'est. Bien, ça implique beaucoup parce qu'on n'a pas personne pour filtrer les appels et donc il faut en même temps gérer et les appels et les messages qui arrivent par courriel et les messages qui arrivent maintenant via notre page Facebook et ceux qui arrivent par télécopieur. Et souvent, on manque de temps parce qu'il y a de la publicité au travers de tout ça, la musique. Il faut s'assurer que les commanditaires passent au bon moment et on veut que les gens aient le plus de place possible sur nos ondes aussi. Donc, je vous dirais qu'à la fin de la demi-heure et les premières journées, on a tellement de messages que souvent, c'est 45 minutes et pas 30 minutes parce qu'on n'y arrive pas. Ça fait au moins 35 ans. J'écoute ça à chaque émission qu'ils ont à chaque année. J'envoie des messages à mes chums, des remerciements, tout ça de valeur. Oui, c'est fameux, ça. Je vous dirais que c'est l'émission qui est probablement la plus écoutée. Il y a un réel engouement des gens qui vont à la chasse, des gens qui restent au travail, mais aussi des gens qui ne vont pas du tout à la chasse, mais qui ont du plaisir à écouter ce qui se dit sur les ondes. Moi, en tout cas, quand je suis dans le bois, qui est 11h10, parce que j'avais comme, sans penser à un oubli puis tout ça, mais on s'en vient, puis on va être là pour entendre. Quand on rentre dans le camp, bien, les gens, la radio est ouverte. Puis on va être certain d'avoir les nouvelles. Y a-t-il des choses qui nous ont été dites? On y tient. Ça, c'est vraiment important. Je pense que ça a été une première au Témiscamingue. J'ai fait mes recherches. Il y a en Gaspésie, Radio Gaspésie, Gaspé, qui a une émission qui s'appelle Dans mon chac. Et ça existe seulement depuis une vingtaine d'années. Et moi, j'ai travaillé là parce que je suis allée en Gaspésie et je leur avais parlé du rendez-vous chasseur. Est-ce que c'est venu suite à ça? Je ne sais pas. Le rendez-vous de chasseur, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est prêt pour laisser un message. En gros, c'est pour dire à mon petit écureuil que je m'ennuie puis que j'ai hâte qu'il ramène de la viande parce que sa femme s'ennuie pas mal trop, là. Il y en a qui nous chantent des chansons, qui composent des chansons. Ça, c'est nouveau, là. Depuis quelques années, on compose une petite chanson pour quelqu'un en forêt. Et il y en a que c'est ça, c'est des poèmes. Il y en a d'autres que... Donc, c'est ça. Et il y a quelqu'un qui joue un personnage et ça dure depuis 3 ans. Je ne sais pas s'il va revenir cette année et je ne sais pas encore qui c'est. Mais c'est quelqu'un qui me connaît parce que, d'après ce qu'il dit, il change sa voix. Et là, il y a tout un scénario. Il s'adresse à des gens en forêt qui sont connus. Alors, c'est ça. C'est tout ça, le rendez-vous du chasseur. Autre tradition lors de l'ouverture de la chasse, le départ du chasseur, organisé conjointement par CKVM et l'Association Chasse et Pêche du Témiscamingue. C'est le moment pour les chasseurs et leurs proches de se rassembler avant le départ en forêt, le tout dans une ambiance festive et ponctuée de prix de présence. Nous avons rencontré le président de l'Association Chasse et Pêche du Témiscamingue, M. Danny Leroux. C'est la première fois qu'on fait un 4 à 7.
Habituellement, on faisait un déjeuner du chasseur. Le déjeuner du chasseur, c'était le vendredi matin avant que les gens peuvent quitter pour la forêt. C'était pas toujours évident pour tout le monde, puis accessible pour tout le monde. On a essayé un 4 à 7 comme ce soir. On a vu que ça a été une nouvelle clientèle, une nouvelle vision, et en même temps une nouvelle place aussi. Ça fait que c'est important en tant qu'association de faire le tour de notre Témiscamingue. On a un beau territoire, puis c'est un peu la visibilité qu'on a. C'est bon. Puis qu'est-ce que vous diriez aux chasseurs et chasseuses qui partent pour la chasse? Le mot de Cameron, un gros merde. Soyez prudents, soyez respectueux de la nature, soyez civils, autrement dit, respectez vos voisins. Amusez-vous, faites en sorte que cette expérience de chasse-là soit mémorable. Et on va vous attendre à notre party d'association le 24 novembre. Pour ceux et celles qui auront frappé, venez nous voir. On a une super belle soirée qui va vous attendre là. Le journal culturel L'Indice bohémien était en visite au Témiscamingue dans le cadre d'un 5 à 7 qu'il organisait au Barbe Brou Pub le 3 octobre dernier afin de remercier ses bénévoles témiscamiens ainsi que pour rencontrer la population. Du même coup, l'équipe est venue nous rendre visite dans nos studios afin de mieux se faire connaître. Rappelons que l'Indice bohémien est un journal gratuit distribué dans toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. L'Indice bohémien, c'est le journal culturel de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un journal qui est écrit par les membres de la communauté. Donc, nous, la grande quasi-totalité de nos rédacteurs sont bénévoles. Donc, on est 2 employés à l'Indice bohémien pour gérer toute la production du journal. C'est un journal qui sort à 10 exemplaires par année et depuis bientôt 10 ans. L'année prochaine, on va fêter notre 10e anniversaire. Fait que c'est un journal qui commence à avoir fait sa place en Abitibi-Témiscamingue. Et justement, si on revient 10 ans en arrière, à quel moment l'Indice est né et pour quelles raisons? Bien, l'Indice est né, en fait, en 2009. Je pense que les papiers ont été faits en 2006, mais en 2009, exactement en septembre, justement, il y a eu la première parution du premier journal. Et puis, pourquoi c'est né? Bien, c'est simplement dans le souci d'aider les gens d'ici, les artisans d'ici, pour leur donner une espèce de portfolio, qu'ils se fassent un CV finalement. Donc, en fait, c'est pour parler de ce qui se passe ici en région et qu'est-ce que font les gens ici, les artistes. Il y a une grosse, dans les 10 dernières années, il y a eu quand même une grosse effervescence au niveau culturel. Donc, si on se reporte, ouais, c'est ça, 10 ans en arrière, il y avait beaucoup d'événements qui étaient là, mais qui commençaient à être naissants. Donc, il y avait plein de petites initiatives, puis la professionnalisation n'était pas nécessairement tout à fait là. Donc, ça venait aider à faire connaître un petit peu tout ce qui se faisait de nouveau sur le territoire, puis justement donner des portfolios à ces artistes-là pour qu'après, ils aillent se faire voir ailleurs. Puis je pense que ça a quand même bien fait son travail là, après une dizaine d'années. Je pense que l'Indice a donné son coup de pouce dans la communauté culturelle. Il doit y avoir quand même un travail assez colossal quand on veut couvrir 5 MRC, donc dans l'Abitibi-Témiscamingue, 5 MRC, beaucoup de variétés culturelles. De quelle façon vous procédez là, pour déterminer vos articles? Bien, en fait, on a des collaborateurs dans toutes les MRC. Donc, on a un collaborateur par MRC qui fait un peu une vigie régionale. Alors, nous, on se rencontre puis on échange un peu sur ce qui se passe sur les territoires, nos territoires respectifs. Ensuite, il y a aussi, évidemment, tous les communiqués, etc., qu'on reçoit pour se mettre au courant, des gens qui téléphonent, qui disent « Hey, il y a telle chose qui se passe, ça pourrait être intéressant. » Puis ensuite, on fait un peu le tri à l'intérieur de tout ça pour voir c'est quoi les incontournables, qu'est-ce qu'on veut traiter. Et étant donné que c'est des rédacteurs bénévoles, il y a aussi les bénévoles qui, eux, vont regarder dans la liste de sujets ce qui les inspire et apporter des suggestions, écrire sur ce qui les inspire le plus. Donc, c'est vraiment un travail conjoint là, qui nous permet de couvrir comme ça la région. Mais ce qu'il faut préciser vraiment, je pense que c'est sans les bénévoles, on ne serait pas grand-chose en fait, parce qu'on est juste 2 à travailler, puis on a aussi une comptable, une graphiste et une correctrice qui travaillent avec nous. Mais sans les bénévoles qui écrivent et sans les bénévoles qui distribuent le journal, on ne serait pas grand-chose finalement. Fait qu'on les remercie tous les jours, dans le fond. Et on parle de combien de bénévoles en tout? Bien, on a environ une centaine de bénévoles à la rédaction. Puis ça, c'est juste la rédaction. Donc, à chaque numéro, c'est entre 20 et 25 personnes qui écrivent bénévolement puis qui fournissent du contenu et des textes par numéro. Moi, j'en écris quelques-uns, mais vraiment pas la totalité. Là. La grosse majorité est faite par des bénévoles. Puis en distribution, on en a 50 tous les mois qui distribuent des journaux. Ouais. Donc, vraiment une belle grosse équipe derrière tout ça. C'est quoi le rayonnement de l'Indice bohémien à travers la région?
Il est distribué, en fait, ça c'est plus Valérie qui s'occupe de la distribution, mais il est distribué partout. Il est distribué partout en Abitibi-Témiscamingue. On a 9000 copies distribuées. Puis c'est surtout dans les 5 MRC, donc ça dépend des endroits. Des fois, c'est dans des grosses villes, des fois, il y a des petites municipalités, il y a des petits dépanneurs, des épiceries. Il est distribué quand même un petit peu partout. Puis des fois, on ajoute des lieux, des fois, on en enlève. Ça dépend des gens aussi. Puis le rayonnement, il est partout en Abitibi-Témiscamingue, finalement. Puis qui veut bien le lire aussi, là. Il y a des gens qui lisent un petit bout de journal, puis là, ils le reposent au café. Puis il y a des gens qui le prennent chez eux. Fait qu'on a toutes sortes de personnes. C'est pour ça qu'on dit qu'on a à peu près 20 000 lecteurs, parce qu'il y a plusieurs personnes qui lisent le même journal, surtout dans les cafés, par exemple. Puis on est sur le web aussi. La totalité des articles se retrouve sur le web. Donc, ça aussi, c'est quand même une bonne présence là, pour couvrir le territoire et même un peu à l'extérieur. On a des lecteurs d'ailleurs aussi. Oui, c'est vrai. Et quand on parle de culture, souvent, on va réduire ça à les arts, la littérature, mais la culture, ça peut être assez large. Parlez-moi un peu des sujets, des types de sujets qui sont couverts par l'indice. Je te sais parler de ça. Ben c'est ça, c'est moi qui m'occupe de la rédaction. Je vais me mettre les pieds dans les plats moi maintenant. Mais c'est certain que oui, il y a toutes les disciplines artistiques qui nous intéressent, mais nous, on est aussi un journal qu'on dit socio-culturel, c'est-à-dire la culture au sens large par rapport à tout ce qui se passe dans notre société témiscabitibienne nous intéresse. Donc, ça peut aller rejoindre des sujets comme on a eu un dossier agroalimentaire, là, on a eu un dossier chasse dans ce numéro-ci. Donc, on essaie d'aller chercher ces dossiers-là qui font pas nécessairement partie des arts comme tels ou des disciplines artistiques, mais qui représentent vraiment bien notre culture régionale. Fait qu'on s'élargit à ça, là. Et malgré qu'il y a beaucoup de bénévoles, il y a quand même des coûts de production pour produire un journal. Donc, de quelle façon est financé l'Indice bohémien? L'Indice est principalement financé par les publicités qu'on vend et par le ministère de la Culture qui nous donne une subvention chaque année. Mais on doit toujours aller chercher un gros montant quand même au niveau du financement. Et d'ailleurs, en ce moment, on est en campagne de financement, un petit 20 pour l'Indice bohémien. Fait qu'on se dit, si les gens qui lisent une fois le journal, 2 fois par année, 10 fois, ou juste quelques lignes par année, s'ils peuvent juste nous donner un 20 $ une fois dans l'année, ça nous finance le journal pour toute l'année. Puis on est capable de donner un journal gratuit, mais de très bonne qualité. Parce que c'est sûr qu'on peut toujours baisser la qualité du journal, mais nous, on n'a pas envie de jouer là-dedans. Fait qu'on veut continuer à le faire encore pendant 10 autres années au moins. Fait qu'on verra. Puis c'est une belle richesse qu'on a en Abitibi-Témiscamingue. Valérie, elle s'est promenée quand on est allé au congrès de l'Association des médias écrits communautaires du Québec. On a d'ailleurs remporté le prix de médias de l'année. On était super contents. Puis elle a pu voir un peu ce qui se faisait dans les médias. Puis on est le seul journal qui a vraiment une vocation culturelle, à part Le Voir qu'on retrouve à Montréal et à Québec. Mais sinon, il n'y a pas d'autres journaux culturels qui existent. Donc je pense que ça démontre vraiment comment la région est effervescente. Puis en même temps, c'est une belle richesse qu'on tient à conserver. Donc, c'est pour ça qu'on invite aussi les gens à donner au niveau de la campagne de financement. Donc, si les gens veulent vous suivre, veulent donner, de quelle façon ils peuvent vous rejoindre? Bien, ils peuvent trouver, on a une plateforme pour les dons en ligne, donc c'est très facile sur notre page Facebook ou via notre site web, les liens sont tous là. Donc, on donne un petit 20 $ ou plus à l'Indice bohémien. Puis sinon, il y a moyen de nous envoyer un chèque directement au bureau. Et bien sûr, d'être présent nos 5 à 7 qu'on fait en région. Là, on se promène avec notre petite boîte de dons, puis donc on récolte un petit peu partout. Donc, si les gens ont un petit fond de change dans les poches, là, on va être bien content de leur serrer la pince puis de voir ça tomber dans notre petite boîte. C'est ça, sur le site Internet, en fait, c'est vraiment tout en haut. Il y a un bandeau en haut, on clique dessus puis on arrive directement sur le lien. Sinon, dans le journal, c'est la page 3. On voit toutes les indications, l'adresse pour envoyer le chèque et tout ça. Fait que juste un petit 20 $, là, c'est pas beaucoup. Puis ça fait du bien. Il est peut-être encore un peu tôt pour en parler, mais l'Indice bohémien aura 10 ans l'an prochain. Est-ce qu'il y a déjà des planifications pour célébrer ces 10 ans-là? On a des idées. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire, mais on va revenir en parler, je pense. Ça vaudrait la peine qu'on revienne. Mais on aimerait avoir le plus de collaboration possible de tout le monde, puis faire rayonner tout le monde aussi. Parce qu'en fait, l'Indice bohémien, c'est grâce aux bénévoles, grâce aux lecteurs, grâce à toute l'équipe qui ont travaillé autour de ce journal-là, mais aussi de tous les médias et tous les gens qui nous ont supportés aussi là-dedans. Donc, ça va être une grosse fête, je pense. Puis on va vous tenir au courant. Je ne sais pas trop encore comment, mais c'est sûr qu'on va faire quelque chose pour remercier les gens.
puis pour célébrer ça. On est en train d'organiser tout ça. On a vraiment beaucoup d'idées. Oui, on a trop d'idées, je pense. On a trop d'idées. Ouais, donc, on a trop d'idées. Non, c'est ça. Mais je pense que ça va être très le fun. Puis à date, quand j'en parle autour de moi, je me rends compte que les gens ils ont le goût de s'impliquer. Donc j'ai l'impression que ça risque de prendre la forme d'un beau party avec ben des partenaires. Puis donc on va revenir en parler, c'est certain. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Par voie de communiqué, le conseil d'administration de la Caisse des Jardins du Témiscamingue a annoncé un plan d'optimisation de son réseau de centres de services. À compter du 7 décembre 2018, les services au comptoir caissier de La Tulipe, Laverlechère, Saint-Bruno-de-Guigue et Rémigny ne seront plus offerts. En ce qui concerne les centres Laverlechère et Saint-Bruno-de-Guigue, les guichets automatiques seront maintenus et changés pour ceux de la nouvelle génération. Ces décisions s'appuient sur des mois d'analyse des habitudes transactionnelles et de consommation des membres. La virtualisation des services financiers est une tendance forte et en même temps, les besoins en matière de services conseils nécessitant le contact avec des experts des finances personnelles sont plus grands que jamais. La Caisse doit adapter son offre de services à ces nouvelles réalités. Et voici un extrait du communiqué de presse. Être un réel levier au dynamisme des communautés du Témiscamingue et à l'image de ses membres. Voilà l'objectif de la Caisse des Jardins du Témiscamingue pour les années à venir. Jadis, cette volonté se traduisait par la présence d'un centre de service ou d'un guichet automatique dans une municipalité. De nos jours, les membres se déplacent pour leurs besoins courants, épicerie, pharmacie, essence. Il en va de même pour les services de conseil financier. De plus, la population sans cesse grandissante des services automatisés et virtuels a entraîné une baisse marquée de l'achalandage au comptoir de plusieurs centres de services. Aujourd'hui, plus de 96 % des transactions sont réalisées ailleurs qu'au comptoir de la Caisse. Aussi, seulement 7 % des transactions s'effectuent aux guichets automatiques. C'est pourquoi, afin de maintenir un réseau de distribution fort et cohérent avec les besoins financiers évolutifs des membres, tout en contribuant à l'essor des communautés de tout le territoire, les membres du conseil d'administration de la Caisse des Jardins du Témiscamingue ont pris la décision d'optimiser le réseau de distribution de la Caisse en fonction des nouvelles habitudes transactionnelles et de consommation des membres. Comme mentionné à son Assemblée générale annuelle de cette année et celle des années passées, le conseil d'administration réévalue chaque automne la façon dont la Caisse offre ses services et les adapte en fonction de l'utilisation qu'en font ses membres. Cet exercice de réflexion collective des dirigeants élus contribue à la gestion saine et prudente des avoirs de l'ensemble des 15 500 membres de la Caisse. Toujours selon le communiqué de presse, cette décision difficile n'a pas été prise de gaieté de cœur. Les dirigeants l'ont cependant prise pour s'assurer que la Caisse soit présente pour les générations futures et pour qu'elle puisse continuer à offrir à l'ensemble des membres des services financiers complets et adaptés à leurs besoins multiples et évolutifs. D'ailleurs, des rencontres d'information pour les 4 municipalités concernées auront lieu les 31 octobre et 1er, 5 et 6 novembre prochains afin de mieux répondre aux questions et aux préoccupations des membres touchés. La nouvelle municipalité de Laverlechère-Anglier vivra sa première élection le 4 novembre prochain. Les mises en candidature ont pris fin le vendredi 5 octobre dernier. Selon les informations recueillies par Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, 2 personnes convoitent la mairie, dont le maire sortant Daniel Barrette. Renald Barry, ancien candidat à la préfecture du Témiscamingue, se présente aussi à ce poste. Aussi, 2 postes de conseillers seront en élection. Les conseillers seront au nombre de 6, soit 3 en provenance du secteur Anglier et 3 du secteur Laverlechère. C'est à suivre donc lors du vote du 4 novembre prochain. Par ailleurs, des citoyens de la municipalité de Laverlechère ont décidé de porter plainte à différentes instances puisqu'ils appréhendent d'être attaqués par des chiens du secteur qu'ils jugent dangereux. C'est ce que rapporte la journaliste Tania Neveu dans un article publié sur le site de Radio-Canada. Elle relate que depuis le mois de janvier 2018, au moins 4 personnes ont été mordues par les mêmes chiens. Ils interpellent maintenant les instances municipales et la Sûreté du Québec pour que les choses changent. Le 29 septembre dernier, Laurent Bournival s'est fait mordre au bras et à la cuisse par 2 chiens alors qu'il était en train d'aider sa fille à déménager. Sa femme, Joanne Gionnet, a aussitôt appelé la SQ pour porter plainte. Elle a aussi interpellé la municipalité de Laverlechère. Cette histoire ne serait pas isolée. Félix Neveu a aussi été mordu à la main par ces mêmes chiens en janvier dernier.
Et Nancy Gauthier a aussi porté plainte aux autorités policières en avril quand ces mêmes chiens ont tenté de l'attaquer alors qu'elle marchait. Et elle raconte aussi, je la cite, « Maintenant, on évite ce secteur-là. C'est juste plate parce qu'un jour, il va arriver quelque chose de grave et tout le monde va dire « On aurait donc dû. C'est le temps de faire quelque chose. » Fin de la citation. À la municipalité, le maire Daniel Barrette confirme qu'il existe un règlement concernant les animaux. Pour tout chien qui n'est pas en laisse, qui est considéré comme dangereux, la Sûreté du Québec peut intervenir pour faire appliquer le règlement. C'est ce qu'affirme le maire de la Verrochère. Il a d'ailleurs demandé une rencontre avec la direction du poste de police de Ville-Marie. L'avocat de la municipalité est au fait du dossier et une mise en demeure pourrait être envoyée aux propriétaires des chiens. La Sûreté du Québec, quant à elle, affirme qu'une enquête est en cours et qu'elle prend le dossier au sérieux tout en respectant les clauses du règlement municipal en vigueur. Le 9 octobre dernier, plusieurs personnes se sont réunies au centre de santé de Témiscamingue First Nation pour entamer une marche de sensibilisation et de soutien pour les femmes autochtones disparues et assassinées. Selon un article du journal Le Reflet publié le 11 octobre dernier, une cinquantaine de participants se sont rejoints pour marcher le long de la route 101, portant du rouge jusqu'à Notre-Dame-du-Nord. L'activité entrait dans le cadre de la Journée nationale de commémoration pour les femmes autochtones disparues et assassinées qui avait lieu le 4 octobre. Dans le cadre de cette journée, plusieurs actions avaient été réalisées. Des robes rouges étaient suspendues sur l'ensemble de Témiscamingue First Nation jusqu'à Notre-Dame-du-Nord. Une lettre explicative a été distribuée dans les foyers de Témiscamingue First Nation et Notre-Dame-du-Nord. Elle sensibilisait la population à la cause et expliquait la démarche des robes rouges. Toute la population était invitée à participer à l'événement et le Centre de femmes du Témiscamingue était également présent pour soutenir la cause. Ce sont Tammy Chevrier, coordonnatrice culturelle, et Martine Moret, intervenante en prévention de la violence au Centre de santé de Témiscamingue First Nation, qui étaient derrière l'organisation de cette marche. Les classes de 5e à la 8e année aussi de l'école locale ont également été invitées à participer à cette marche et une majorité a répondu présente. Des affiches ont également été distribuées aux marcheurs avec des messages de sensibilisation bilingues. Madame Martine Moret explique que ce genre d'action permet de sensibiliser la population à la réalité des femmes autochtones disparues et assassinées, mais aussi c'est une façon de montrer que nous n'avons pas oublié celles que nous avons perdues. Certaines n'ont jamais été retrouvées à ce jour. Fin de la citation. La plus récente édition de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue nous propose un portrait des familles de la région à partir des données du recensement de 2016. On y aborde notamment l'évolution du nombre de familles avec ou sans enfants, un panorama des familles avec enfants, qu'elles soient intactes, monoparentales ou recomposées, l'univers familial des enfants de 14 ans et moins, le soutien aux familles, c'est-à-dire les services de garde, RQAP et politique familiale. Il est aussi question de chasse dans cette édition, puisque depuis quelques années, les chasseurs qui traquent l'orignal sont moins nombreux dans la région, comme partout au Québec. L'Observatoire nous propose un portrait de l'évolution des ventes de permis de chasse à l'orignal en Abitibi-Témiscamingue. Aussi, au fil de la dernière décennie, nous avons été moins nombreux à aller au cinéma, bien que la présence et la popularité des films américains sur nos écrans aient été indéniables. Les films québécois ont eu la cote en 2017. Pour avoir plus de détails sur ces données, visitez le site web de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est à l'adresse www.observat.qc.ca. Une délégation de représentants des Carrefour Jeunesse Emploi de l'Abitibi-Témiscamingue a participé la semaine dernière à la Foire nationale de l'emploi à Montréal. Dans le cadre de la tournée L'Abitibi-Témiscamingue débarque à, les membres de la délégation ont fait la promotion de la région auprès des chercheurs d'emploi. Selon un article paru sur Ici Abitibi-Témiscamingue, les kiosques de la délégation ont attiré plusieurs dizaines de personnes intéressées à venir tenter leur chance dans le marché du travail de la région. L'agent d'attraction et de rétention au Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, Guillaume Gonzalez, dit avoir constaté une forte clientèle immigrante, des gens qui sont arrivés au Québec depuis 1 à 2 ans et qui se retrouvent un peu dans un marché de travail qui est saturé et qui sont prêts à aller en région. Les agents des Carrefour Jeunesse Emploi se chargeront par la suite à faire le lien entre les employeurs et les potentiels candidats. M. Gonzalez a aussi précisé qu'il est également possible pour les candidats de visiter la région dans le cadre d'un séjour exploratoire. Le samedi 6 octobre dernier se tenait une activité originale à la Galerie du Rift de Ville-Marie. D'après une idée de la Caisse des Jardins, en collaboration avec la Galerie du Rift, les enfants de moins de 12 ans pouvaient décorer leur propre tirelire.
Tel que décrit par la journaliste du Reflet, Claudel Rivard, ce sont une quarantaine d'enfants qui ont décoré autant de tirelires en compagnie de leur maman. La coordonnatrice au centre d'exposition de la Galerie du Rift, Émilie Bécoté, a indiqué que chaque enfant se voyait remettre une tirelire en papier mâché en forme de cochon et aussi une panoplie d'accessoires pour la décorer. Peinture, plumes, pompons et même des petits yeux, tout y était. L'idée de l'activité était de faire un premier pont entre l'enfant et l'éducation financière. Cependant, les enfants n'ont pas pu conserver leur tirelire immédiatement. Pour la semaine de la coopération, l'équipe de la Caisse Desjardins a décidé de présenter les œuvres des participants. La Caisse Desjardins de Ville-Marie a une vitrine qu'ils réservent habituellement pour la Société d'histoire du Témiscamingue. Ainsi, jusqu'au 20 octobre, ce sont les petits cochons qui prendront la place pour le plaisir des visiteurs. Profitez-en pour aller admirer le talent des tout-petits. Le ministère de la Culture et des Communications, le MCCQ, ouvre un nouvel appel de projet intitulé « Culture et inclusion » pour que la culture devienne un outil d'intervention sociale. L'appel de projet est en cours jusqu'au 2 novembre 2018. Le programme a pour objectif de soutenir la réalisation de projets culturels au profit des personnes qui risquent l'exclusion ou qui ont un faible revenu. Il s'agit d'un premier pas afin de concevoir des projets qui amènent les acteurs culturels et sociaux à se soutenir mutuellement et à proposer des actions complémentaires. Il se décline en deux volets, le volet A pour organisme culturel et le volet B, organisme communautaire. Les détails de cet appel de projet se retrouvent sur le site web du MCCQ. C'est au www.mccq.gouv.qc.ca et c'est sous l'onglet « Programmes et services ». Au sport, les Pirates poursuivent leur excellent début de saison. Eux qui sont toujours invaincus, fort d'une fiche de 9 victoires en autant de parties. La fin de semaine dernière, les hommes d'Alain Mercier étaient sur la route pour affronter une équipe d'expansion, les Sharp Shooters d'Ottawa. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle équipe n'a tout simplement pas fait le poids contre la machine offensive des Pirates. En effet, Ville-Marie n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires, les écrasant 14-3. Dans la victoire, signalons un tour du chapeau d'Hugo Bloom. Voilà ce qui complète Info Témis. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été là. À la semaine prochaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.